Et voilà, sans plus attendre, donc on va passer à notre invité d'aujourd'hui, donc qui est Philippe Rousselot, qui vient de Besançon, donc pas très loin, donc qui est professeur à l'Institut INAM et qui est dans le territoire de Besançon, et donc il va vous parler des comètes. Merci Vincent pour cette introduction et merci à la Société astronomique de Bourgogne de m'avoir invité. Alors je vais vous parler d'un thème astronomique que j'aime bien d'abord parce que c'est ma spécialité de recherche. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux comètes, mais aussi de façon plus générale parce que c'est quelque chose, je dirais, d'assez fun entre guillemets. C'est à la fois scientifiquement intéressant et assez rigolo parce que, entre guillemets, parce que c'est des objets assez imprévisibles et assez curieux, comme je vais vous le montrer. Alors juste avant de commencer, je sais qu'en général, il y a souvent des gens qui aiment bien prendre des notes ou qui aiment bien éventuellement retrouver les diapos sur... retrouver les diapos. Donc j'ai fait une copie donc, du fichier PDF à cette URL, si vous voulez la noter, comme ça vous pouvez télécharger, ça vous évitera éventuellement si vous voulez revoir d'autres choses. Donc c'est ma page perso sur le labo à l'UTINAM. Ça, vous la trouverez sans problème. Par contre, le uo.php, vous devez absolument le connaître parce que je n'ai pas fait de lien. En plus, ce sera filmé, donc ce sera sur le site de la salle. C'est juste ma page perso avec uo.php, donc vous aurez la copie de toutes les liens. Alors, donc je vais vous parler des comètes. Je vais vous parler un petit peu, bon, une heure et quart, c'est assez rapide évidemment. Donc je vais essayer d'aller un peu vite, de tracer un panorama général, en essayant de toucher un peu les différents aspects. D'abord, un petit peu l'histoire, j'aime bien l'histoire, puis ça situe un peu les choses dans leur contexte. Donc je vous parlais des comètes jusqu'à Halley, qui a été un peu un tournant dans l'histoire des comètes. Ensuite, je vous parlerai de l'ère spatiale, qui évidemment a complètement changé les choses. On a pu aller voir de près ces astres un peu curieux. Et après, je parlerai plus vraiment de science, donc d'abord de l'aspect dynamique, de l'aspect physique. Je parlerai un peu de l'origine des comètes et je conclurai en vous montrant que ce sont des objets encore assez curieux et assez imprévisibles. De leur côté un petit peu fun. Alors d'abord, d'un point de vue historique, si on regarde de très loin dans le temps, on a des enregistrements assez fréquents. Alors en gros, les comètes, on a une comète brillante, vraiment une belle comète visible à l'œil nu, à peu près tous les 10 ans, en moyenne. Donc c'est un événement relativement rare dans une vie humaine, mais quand même relativement fréquent, pour que finalement tous les êtres humains qui ont vécu un certain temps aient au moins une fois dans leur vie l'occasion de voir une belle comète. En tout cas, à des époques où on voyait plus le ciel qu'aujourd'hui, on ne fait pas dans des centres noyés dans la lumière. Donc pendant très longtemps, les gens étaient assez sensibles à ce qui se passait dans le ciel, ils avaient à peu près tous, à un moment ou à un autre, vu une belle comète dans leur vie. Et les Chinois, par exemple, avaient noté scrupuleusement l'apparition de toutes les comètes. Et on a retrouvé dans des tombes chinoises des peintures sur soie avec des dessins de comètes, on voit les différents types de queues. Et ils avaient noté au total 338 apparitions distinctes sur à peu près 3 millions, entre 1400 avant Jésus-Christ jusqu'à 1600 après Jésus-Christ. Et c'est une source de renseignement d'ailleurs assez unique. En fait, sur aussi longtemps, de façon aussi régulière et aussi systématique, il n'y a que les Chinois qui ont noté autant d'apparitions cométaires. Il y a des fois des gens qui vont chercher dans les archives chinoises pour retrouver des passages de comètes très lointains. Donc beaucoup d'apparitions de comètes, d'abord observées par les Chinois, mais qui n'ont pas du tout, contrairement aux Occidentaux, essayé d'expliquer leur nature physique. En gros, ils expliquaient qu'il y avait une comète qui était apparue à tel moment, ça portait tel ou tel présage aux empereurs à ce moment-là, mais il n'y avait pas vraiment de recherche d'explication physique derrière. Alors pour trouver une explication physique, on commençait à essayer d'en poser. Il faut venir dans le monde occidental avec Aristote, qui est un monument de la physique de l'Antiquité grecque. Et dans la philosophie d'Aristote, en gros, vous avez le monde sublunaire et le monde extralunaire. Pour lui, bien sûr, la Terre est au centre du monde, enfin bien sûr entre guillemets, puisqu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui pensaient que peut-être c'était pas tout à fait la Terre qui était au centre du monde, mais bon, c'est lui qui a... Pour Aristote, finalement, il a repris cette idée. Et le premier astre qui tourne autour de la Terre, c'est la Lune. Et tout ce qui est en dessous de la Lune, tout ce qui est dans le monde sublunaire, c'est un peu le monde du vulgaire, où il peut changer n'importe comment. En particulier, il y avait l'atmosphère de la Terre. Et après, il distinguait ça avec le monde extralunaire, où tout est parfait, tout est divin, donc tout est réglé comme dans une horloge parfaite. Et les comètes qui ont le mauvais goût d'apparaître, de disparaître sans prévenir,
forcément ne peuvent être que avant la Lune. Donc pour lui, c'était un phénomène météorologique. En gros, une masse d'air humide qui a rencontré une autre masse d'air, ça faisait une espèce de nuage, il assimilait ça un petit peu à un nuage, et ça apparaissait sans trop prévenir, et ça disparaissait quelques temps après, là aussi sans prévenir. Donc dans la philosophie d'Aristote, les comètes sont des phénomènes météorologiques observés finalement assez près de la Terre. Alors il ne va pas se passer grand-chose après l'Antiquité. Les comètes en fait sont toujours observées, mais uniquement sous un aspect astrologique. Alors il y a une tapisserie célèbre, la tapisserie de Bayeux, qu'on montre dans tous les livres de comètes. C'est une représentation en fait de la comète de Halley en 1066, on la voit ici. Et en fait c'est Guillaume le Conquérant qui s'apprête à conquérir l'Angleterre. Et on voit le roi Harold, donc la comète passe au mois de mars. Et au mois d'août, la bataille d'Hastings, le roi Harold est défait. Donc finalement c'est un bon présage pour les Normands et un mauvais pour le roi Harold. Mais ça ne va pas au-delà en termes scientifiques. Alors si on avance un petit peu, on arrive à Appian, qui sort un livre en 1532 et qui montre toujours cette fameuse comète de Halley, qui évidemment à l'époque ne s'appelait pas comète de Halley, pas encore. Et sur la couverture du livre, il montre le Soleil, et en même temps il montre la position de la comète et la queue de la comète. Et on voit très clairement sur ce dessin qu'on a à chaque fois la queue de la comète qui est à l'opposé du Soleil. Ce qui était en fait déjà connu des Chinois, mais comme il n'y avait pas de communication entre les Chinois et le monde occidental, il a fallu le redécouvrir indépendamment, et donc c'est Appian qui l'a montré. Et il a quand même fallu du temps pour s'en rendre compte, c'est pas si évident que ça, que la queue des comètes est à l'opposé du Soleil. Alors pour avancer un peu, il faut une démarche expérimentale plus précise, donc ça a été Tycho Brahe, célèbre astronome, donc astronome danois de la deuxième partie du XVIe siècle. Et c'est le dernier astronome à avoir observé sans instrument d'optique, enfin des grands astronomes, puisqu'après on passe à Galilée qui va commencer à utiliser un instrument d'optique, une lunette. Et pendant 20 ans en particulier, sur l'île de Venn, Tycho Brahe a fondé un observatoire, et il va, avec des instruments très sophistiqués, mais sans optique, essayer de noter la position des planètes en particulier. Donc il va observer la position de Mars, ça permettra ultérieurement à Kepler d'établir ses lois, juste après la mort de Tycho Brahe. Et dans le cas des comètes, il y a une comète brillante qui apparaît, et il essaye d'avoir une démarche scientifique, donc de mesurer sa parallaxe. C'est-à-dire, en gros, il a un collègue qui observe à 600 km de là, et il part du principe que si la comète n'est pas très loin, en gros, c'est comme quand vous mettez votre doigt devant vos yeux, si vous fermez l'œil droit, vous voyez votre doigt se projeter quelque part, et si vous fermez l'œil gauche, vous voyez se projeter à une distance un petit peu différente. Simplement parce que l'écart entre vos deux yeux et la distance au doigt est relativement comparable. Donc c'est un peu le même principe, si la comète n'est pas très loin, si on observe à 600 km de distance, on regarde la comète sur le ciel, par rapport aux étoiles qui sont très loin, elle doit se trouver en deux endroits différents, on va pouvoir l'observer à deux endroits différents. Or il se trouve que Tycho Brahe ne détecte aucun changement dans la position de la comète, et il peut chiffrer les incertitudes, et il en conclut qu'à 230 rayons terrestres, ça vient largement au-delà de la Lune, et que donc, contrairement à ce que pensait Aristote, c'est bien un objet qui est au-delà de la Lune, et donc un corps planétaire comme les autres, et pas un phénomène météorologique. Donc ça, c'est déjà une grande avancée dans les comètes. On arrive donc à montrer qu'elles sont au-delà de la Lune, ce sont des corps planétaires. Ensuite, on arrive aux lois de Kepler, donc qui sont basées, qui au départ sont purement empiriques, sont basées sur le mouvement observé de Mars par Tycho Brahe. Donc les lois de Kepler qui décrivent le mouvement des planètes. Les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, dont le Soleil. Décrivent des ellipses dont le Soleil est occupé par des foyers en particulier. Et en fait, même après l'établissement des lois de Kepler, on ne sait toujours pas quel est le mouvement des comètes. En fait, les planètes ont des mouvements relativement proches d'un cercle, elliptique, mais avec une ellipse assez peu aplatie, alors que les comètes ce sont des ellipses, mais très aplaties, très proches d'une parabole. Donc c'est tellement différent qu'on n'arrive pas à faire le lien à l'époque. Et ici, on voit une gravure qui date de 1668, c'est une cométographie d'Helios, et on voit trois personnages qui discutent du mouvement des comètes. Et il y a encore les trois hypothèses, celle d'un mouvement circulaire simple, celle d'un mouvement parabolique, semblable à un boulet de canon, voire carrément l'hypothèse de quelque chose de linéaire, enfin de droit, rectiligne. Donc c'est pas si évident que ça de trouver le vrai mouvement des comètes. Il faut avancer un petit peu dans l'histoire des sciences. On arrive à un certain Edmund Halley, qui était un astronome anglais, assez célèbre à l'époque. Ça a été un des plus
plus jeune membre de la Royal Society. Et le problème qui se posait à l'époque de Halley, c'était de réussir à redémontrer les lois de Kepler, qui étaient purement empiriques. Hein. Les lois de Kepler avaient juste pour objectif d'expliquer le mouvement apparent des planètes, mais en particulier de Mars, qui était une planète qui a une orbite relativement elliptique. Et alors des gens se doutaient qu'il fallait avoir une force qui émanait du Soleil, mais il fallait faire le lien mathématique entre la force qui émane du Soleil et le mouvement des planètes, et les lois de Kepler. Alors pour la petite histoire, on raconte qu'à la sortie d'une réunion de la Royal Society, il allait boire des bières avec deux collègues, et autour de la table, ils étaient trois, ils se sont lancés un défi, savoir qui allait réussir à redémontrer les lois de Kepler, qui allait réussir à montrer qu'il y avait une force qui émane du Soleil. Alors, aucun des trois, en fait, ne va y arriver, mais elle a entendu parler d'un certain Isaac Newton, qui est professeur à Cambridge, et en 1684, il va voir ce fameux professeur de géométrie, de mathématiques, et il pose le problème. Et immédiatement, Newton lui répond: oui, bah, pas de souci, j'ai fait des calculs, s'il y a une force qui émane du Soleil en un carré, on trouve bien les lois de Kepler. Alors sur le coup, évidemment, Halley lui demande pour voir les calculs, Newton n'est pas capable de lui montrer, ou fait semblant d'avoir perdu, enfin bon, c'est pas très bien. Enfin, en tout cas, Halley lui demande de redémontrer tous ces calculs, et il va tenir parole. Donc Newton va lui envoyer tous les détails, et ça va donner naissance au fameux Principia Mathematica, des ouvrages fondateurs de la mécanique, qui est sorti en 1687, largement aidé et subventionné par Edmund Halley. Et grâce à ces outils, donc, qui contient en particulier la fameuse loi de gravitation universelle, entre autres, il va être possible de calculer les orbites des comètes, de les traiter comme des corps célestes comme les autres. On suppose qu'elles subissent une force qui, à partir du Soleil, et donc elles ont une orbite. Et alors il y a, en même temps, donc, Halley observe une comète. Vous avez ici, donc ça c'est en 1182, donc c'est avant les Principia Mathematica, et il fait différentes hypothèses sur son mouvement, dont celle d'un mouvement parabolique. On la voit ici. En fait, c'était la comète de Halley, mais évidemment, il ne le savait pas. On le saura plus tard. Et surtout, donc après les Principia Mathematica, à partir des outils fournis par Newton, Halley va s'atteler à un travail très important. Ça va lui prendre 10 ans. Enfin, il fait beaucoup de choses, il ne faut pas que ça pendant 10 ans. Mais entre 1695 et 1705, il essaie de trouver toutes les archives d'observation de comètes et de recalculer leurs éléments orbitaux. Et le résultat, en fait, du livre, qui s'appelle le Synopsis of Astronomy of Comets, tient dans un seul tableau, qu'on voit ici. Il a réussi à retrouver suffisamment d'observations pour 24 comètes différentes. Il calcule leurs éléments orbitaux. Alors, il y a différents chiffres, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a la position. Enfin, en gros, on essaie de définir l'ellipse, donc le demi-grand axe et comment elle est orientée dans l'espace. Et on a par exemple la distance au plus proche du Soleil, la distance au périhélie. Et il se rend compte que dans ces comètes, donc qui vont de 1337 à 1698, il y en a une qui avait été observée en 1531, donc c'est le Parapian, en 1607 et en 1682, donc il avait lui-même observé, et il remarque que les éléments orbitaux sont quasiment les mêmes. Si vous regardez par exemple la distance au périhélie, c'est 0,58 unité astronomique, pareil 0,586, c'est très très proche. Et les autres chiffres sont également très proches. Et évidemment, quand on a plusieurs éléments orbitaux, pour avoir une coïncidence aussi parfaite dans les éléments, quand on en a plusieurs, c'est quasiment statistiquement. Pour cela, le fait que le hasard c'est quasiment nul, la probabilité est quasiment nulle. Donc il en conclut fort logiquement que c'était un seul et même objet, et que c'est donc une comète qui va revenir de façon périodique, qui va revenir plus tard. Donc a priori en 1759, puisqu'elle revient à peu près tous les 76 ans. Il a également l'intuition que les petites différences observées dans les différents paramètres sont réelles, mais sont simplement dues aux perturbations. Aux perturbations. Ah, je crois qu'elle est vous voyez en rouge, donc je pense que. Donc simplement dû aux perturbations apportées par les planètes géantes, puisque les comètes sont des tout petits corps comme les astéroïdes, et donc très sensibles aux perturbations apportées par les grosses planètes. Donc alors Halley a vécu très vieux, il est mort à 80 et quelques années, mais bon, pas assez vieux quand même pour pouvoir retenir une comète qui revient tous les 76 ans. Mais la prédiction n'est pas oubliée. En 1758, donc il y a 3 astronomes, donc Lalande, Clairaut et Madame Lepaute, qui vont refaire tous les calculs. Alors c'est compliqué parce que, bon, évidemment, il faut tout faire à la main, et surtout, il faut tenir compte de ces perturbations apportées par les planètes. Ce n'est pas une simple ellipse d'un objet qui va revenir exactement tous les 76 ans. La comète de Halley est perturbée par les planètes géantes.
Et donc ça leur prend 6 mois, et la conclusion est annoncée devant l'Académie des sciences en novembre 1758. Et la prédiction, c'est que cette comète va repasser le 13 avril 1759, et il donne une marge d'incertitude de 1 mois. Or, la comète est retrouvée effectivement à Noël, et elle va passer au périhélie le 13 mars 1759. Donc elle est juste dans la marge d'incertitude. Et pour la première fois, on arrive à prédire le retour d'une comète. Donc, évidemment, c'est complètement historique. C'est d'ailleurs des très rares comètes qui ne portent pas le nom de son découvreur. Il y en a 2 ou 3, je crois. Donc elle a été baptisée, bien sûr, la comète de Halley, parce que c'est la première dont on peut prédire le retour. Alors, toutes les comètes ne sont pas périodiques, j'en parlerai après, il y en a qui ont des périodes très longues, mais certaines donc sont périodiques, et celle-ci en particulier l'est. Donc pour la première fois, on peut démystifier complètement les comètes, et les traiter d'un point de vue scientifique et prédire leur retour comme des objets ordinaires, enfin comme des objets célestes ordinaires. Alors cette comète est repassée en 1836, on n'a pas d'image à l'époque puisqu'il n'y avait pas encore la photo. En 1910, là on a les premières images du Halley, puisqu'on avait inventé la photo dans l'intervalle. Pour la petite histoire, d'ailleurs, la grande comète de 1910 n'était pas la comète de Halley. Et aussi pour la petite histoire, il y avait encore des superstitions bien vivantes sur les comètes. Et en 1910, vous avez des émotions catastrophiques. Alors souvent, c'est une conférence que je fais à Besançon. J'explique que si on se promène à Besançon, il y a des marques d'inondation. On se promène dans la rue de la République qui sont vraiment impressionnantes. Je ne sais pas si c'est passé à Dijon, j'imagine que ça devait être assez inondé aussi. 1910, c'est vraiment la référence de la crue centenaire, c'était des crues absolument monstrueuses. Et ça coïncidait encore donc, avec le passage de 2 belles comètes. Donc il y a encore des gens qui imaginaient que les comètes pouvaient apporter des mauvais présages et apporter des mauvaises choses. Donc voilà pour la comète de Halley, donc elle est revenue en 1910, et le passage suivant, 76 ans après, 1986. Alors, donc là j'arrive à la deuxième partie, l'ère spatiale, puisque la comète de Halley était la comète de référence pour aller explorer un noyau cométaire. La première comète qui a été explorée. Alors en fait, c'est pas une comète très favorable aux observations spatiales pour une raison simple, c'est qu'elle est une orbite rétrograde. Donc toutes les planètes tournent dans le même sens et la comète de Halley tourne dans l'autre sens. En plus, elle est un petit peu inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Ça veut dire que si vous envoyez une sonde spatiale depuis la Terre, pour des raisons énergétiques assez évidentes, on ne va pas trop l'accélérer ou la décélérer, donc elle va continuer à tourner dans le sens direct. Et donc au moment de la rencontre avec la comète de Halley, c'est vraiment une vitesse relative extrêmement élevée. Et 76 km par seconde, c'est gigantesque, hein, une balle de fusil c'est moins d'un kilomètre par seconde. Donc c'est pas très très favorable en fait pour aller voir survoler un noyau cométaire. Par contre, ce qui est complètement favorable, c'est que c'est une comète très connue dans l'histoire. Et le président de l'ESA, l'Agence spatiale européenne de l'époque, raconte qu'il avait un projet pour aller explorer la comète de Halley sur son bureau. Il hésitait parce que bon, oui, voilà, ça va se croiser, enfin tout n'était pas favorable. Et il raconte qu'il a été voir sa vieille mère qui était malade à l'hôpital. Et en discutant avec sa vieille mère sur son lit, qui ne connaissait pas grand-chose à l'astronomie, il lui a demandé ce qu'il faisait et il a dit qu'entre autres, voilà, il étudiait éventuellement un projet pour aller voir une comète, la comète de Halley. Et tout de suite, sa vieille mère s'est relevée sur son lit et a dit « Ah, c'est fantastique, la comète de Halley, mais je l'ai vue en 210, ah oui, c'est super ». Donc là, il s'est dit « Ah oui, mais alors si une vieille dame qui ne connaît pas grand-chose à l'astronomie a de l'enthousiasme pour ça, d'un point de vue politique, ça peut être intéressant. » Donc il a approuvé, enfin, c'est pas la seule raison, mais il y a eu des crédits qu'ils ont octroyés pour aller observer la comète de Halley. Principalement parce qu'elle était très connue, mais pas pour des raisons en fait, très valables scientifiquement, puisqu'elle était très défavorable d'un point de vue orbital. Bon, il y avait quand même un avantage, c'est qu'elle était... on a observé beaucoup de passages, jusqu'en l'an 240 avant Jésus-Christ à peu près, donc on était quand même à peu près sûr de la stabilité de son orbite. C'était quand même un atout quand même, mais le fait qu'elle ait une orbite rétrograde n'était pas du tout favorable à une exploration spatiale. Donc il y a eu 5 sondes au total qui sont allées à sa rencontre, 2 sondes russes, donc, entre l'Union soviétique, la France et les pays d'Europe de l'Est, donc Vega 1 et Vega 2. C'est la contraction de Vénus et de Gallet, Gallet, on dit Raleigh en russe. Et en fait, il y avait déjà un passage près de Vénus, donc avec ici on voit la coiffe, qui a largué un ballon dans l'atmosphère de Vénus, et ensuite ces sondes ont continué à la rencontre de la comète de Halley. Donc la rencontre a eu lieu en mars 1986. La comète de Halley s'est rapprochée près du Soleil, elle est passée au périhélie en février. Donc on l'a observée en fait sur Terre à l'automne 2005, novembre 2005, pardon, 85. Donc là elle était visible à peu près comme la galaxie d'Andromède, donc il fallait quand même savoir où la trouver. Hein. On en a beaucoup parlé dans les médias, mais c'était pas quelque chose de fantastique à voir. Et ensuite elle est passée au périhélie, on ne la voyait plus, elle est repassée, donc elle s'est éloignée du Soleil, et quand on a recoupé l'orbite, le plan de l'écliptique, c'est là où toutes les sondes sont allées la croiser. Donc c'est le moment favorable, c'était début mars.
Donc les sondes Vega sont passées à gros à 8000 km du noyau. Vous avez la sonde de Giotto, de l'Agence spatiale européenne, première sonde interplanétaire, assez différente en fait. Il y a un mouvement de rotation et une caméra avec une espèce de périscope. Et elle est passée beaucoup plus près, elle est passée à 600 km du noyau. Alors Giotto, ça fait référence à Giotto di Bondone, qui était un peintre qui a peint l'adoration des rois mages en 1301. Et on voit ici en fait, ce qui est une des premières représentations de la comète de Halley dans l'histoire de l'art. Il a peint l'étoile des rois mages comme étant en fait une comète, comme étant la comète de Halley. C'est pour ça que donc, la sonde s'appelle Giotto. Elle s'appelait Giotto. Et les Japonais avaient également construit 2 sondes qui sont passées beaucoup plus loin, Suisei et Sakigake, qui étaient plus des tests technologiques en fait que les vraies sondes d'exploration cométaires. Alors les Américains en fait avaient des projets sur la navette, spatiale. Bon, le problème c'est qu'ils développaient la navette qui a mangé tous les crédits, donc ils n'ont pas pu avoir de sonde spécialement dédiée à la comète. Ils avaient un projet sur la navette spatiale, manque de chance, Challenger a explosé en janvier 86, donc finalement ils n'ont rien fait sur la comète de Halley. Et comme ils étaient très vexés, ils ont trouvé un satellite qu'ils ont rebaptisé ICE, International Cometary Explorer, pour aller voir une comète avant, donc la comète Giacobini-Zinner en 85. Le problème, c'est que c'était un satellite qui n'avait pas de caméra, il n'était pas vraiment adapté à ce genre d'observation. Donc il a vu effectivement entre guillemets, la comète Giacobini-Zinner avant la comète de Halley. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de rencontres spatiales, disons, avec une comète vraiment intéressante. Alors, premier point important, il faut retrouver la comète de Halley, qui évidemment était perdue depuis son passage en 1910. Donc il y a une chasse à la comète, elle a été retrouvée en 82, magnitude assez faible, avec le 5 mètres du mont Palomar, donc on la voit ici, quasiment à l'endroit prévu, à quelques secondes d'arc, donc la mécanique céleste marche bien. Les sondes ont pu être envoyées, vous avez ici le tir de la fusée Giotto, donc par la dernière fusée Ariane 1 en 85, pas beaucoup. Et ensuite, donc, vous avez les rencontres avec les sondes spatiales, donc on voit ici donc à Moscou la rencontre avec la sonde de Vega, avec les sondes de Vega 1 et Vega 2, et on voit les premières images ici, premières images brutes donc de la comète de Halley. Et les premières images ensuite, quelques jours après, de la sonde de Giotto, donc en France, l'inauguration de la Cité des Sciences à la Villette, c'est la nuit du 12 au 13 mars, et on voit Yves Keller, donc le responsable de la caméra, qui montre triomphalement, ça doit être à Garching, à Darmstadt, au siège de l'ESA, qui montre triomphalement les premières images du noyau de la comète, qui sont de bien meilleure qualité d'ailleurs que celles des sondes de Vega. Et vous avez ici donc la première image d'un noyau cométaire, donc elle fait à peu près 15 km de long sur 8 km de large. Alors j'ai un petit film. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui a été prise par la sonde de Giotto, qui malheureusement a été endommagée par des grains de poussière, puisque à 76 km par seconde, l'énergie cinétique, ça va avec le carré de la vitesse. Évidemment, le moindre petit grain de poussière pouvait endommager la sonde. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait un bouclier devant qu'elle tournait avec un périscope pour observer. Et la caméra était endommagée avant que la sonde arrive au plus près. Donc en fait, les images les plus détaillées de Halley qu'on a n'ont pas été obtenues à 600 km, à quelques milliers de kilomètres. Alors, donc la comète de Halley a vraiment été une rupture dans l'exploration des comètes. C'est la première comète qu'on a explorée au niveau spatial, donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu les résultats obtenus. D'abord, évidemment, c'était la première vue détaillée d'un noyau cométaire. La surprise, c'est qu'il était plus sombre que prévu, un albédo de l'ordre de 4%, c'est très très sombre. C'est-à-dire que 96% de la lumière qui éclaire le noyau est absorbée. C'est un noyau qui était très peu actif, comme il est assez ancien, qui est passé beaucoup de fois près du Soleil. Les éléments volatiles sont partis, en fait il reste une croûte sombre sur 90% de la surface, il y a à peine 10% de la surface de la comète qui était active. Donc plus accidenté et plus sombre que prévu pour le noyau. Pour les grains de poussière, on a vu qu'il y avait des éléments organiques légers, qui étaient baptisés les grains chauds, donc, qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Il était possible de détecter plusieurs molécules mères qui étaient supposées, mais qu'on n'avait pas encore vraiment détectées. Je vous expliquerai après lesquelles on peut être retrouvées. Le gaz a pu être... alors on a vu qu'il sortait non seulement du noyau, mais également des grains de poussière. Et les modèles d'interaction avec le vent solaire ont été également globalement confirmés. Alors dans les molécules mères détectées, quand même, la principale, c'est l'eau. Donc qu'on voit ici.
Donc ça, c'est un spectre infrarouge qui avait été obtenu sur la sonde de Vega. Et on voit très clairement la signature spectrale de l'eau, qui était fortement suspectée, mais qui n'avait jamais été détectée avant. Alors après elle, il y a eu d'autres sondes qui sont allées visiter d'autres comètes, en particulier déjà la sonde Deep Space One, donc qui était une sonde américaine qui a rencontré la comète Borrelly. Donc ça, c'était en 2001. On voit ici le noyau de Borrelly, avec des dimensions assez similaires à celles de Halley. Ensuite, il y a eu Stardust, beaucoup plus original, puisqu'elle a ramené des grains de poussière sur Terre. C'est une sonde qui allait survoler une comète, la comète Euclide 2, en 2004. Et ensuite, elle a ramené sur Terre, donc il y a un petit module qui allait se poser à la surface de la Terre, on a posé un parachute, et il y a des grains de poussière pour la première fois qui ont pu être ramenés. Donc les grains de poussière ont été ramenés simplement quand la sonde est passée près de la comète, et la poussière qui sortait du noyau, et les grains de poussière ont été capturés dans des panneaux d'aérogel. Ensuite, ça a été ramené sur Terre, c'était des tout petits grains de poussière, qui étaient un micron, quelques microns de dimension, qui ont pu être analysés ensuite en laboratoire. Donc c'est les premiers grains de poussière qu'on a pu ramener sur Terre. Vous avez ici une vue également du noyau de la comète. Alors, autre expérience très américaine, entre guillemets, c'est vraiment la technique du bout de poing américain, très originale, c'est Deep Impact. Donc ça, c'était en juillet 2005. L'idée, c'était d'envoyer un bouclier de cuivre très lourd, 400 kg, percuté violemment un noyau cométaire. Donc c'était la comète Tempête 1. Et pour la première fois, en fait, dans l'histoire, on a pu créer un outburst en anglais, ou un sursaut d'éclat sur une comète, de façon totalement artificielle. Les noyaux cométaires, des fois, ont des sursauts d'éclat imprévisibles. Ce sont toujours pour des raisons naturelles. Et pour la première fois, l'être humain était capable de créer un sursaut d'éclat sur une comète de façon artificielle. Donc c'était quelque chose de très, très particulier. Vous avez ici une vue de l'impact. Observez, alors, il y avait la sonde Deep Impact qui était en orbite, qui a envoyé le bouclier. Et évidemment, quand le bouclier a touché la comète, il y avait la caméra qui suivait. Et non seulement la caméra de Deep Impact, mais également tous les télescopes au sol ont suivi l'événement. Et même les instruments amateurs arrivaient à détecter le sursaut d'éclat sur la comète. C'est vraiment quelque chose de très, très, très particulier. Donc vous avez ici l'apparition, donc l'impact du bouclier. Donc là, c'est juste à ce moment-là, entre les deux images qui se produisent. Et vous avez la poussière qui est soulevée, et la poussière diffuse la lumière du soleil. Et vous avez donc ce sursaut d'éclat qui se produit. Et vous avez ici une image du noyau de Tempête. Alors en bleu, vous avez des traces. C'est de la glace d'eau cristalline qui est mise en évidence, mais pas partout, parce qu'en fait la glace d'eau sur les comètes, bien qu'il y ait quasiment que les comètes, les comètes soient essentiellement constituées d'eau, l'essentiel de la surface des comètes est recouvert d'une couche de poussière. Donc ça c'est vraiment une maladie très très particulière. Et quelques années après, donc en 2011, il y a une sonde, c'est un Stardust toujours, qui a été rebaptisée Next pour New Exploration of Tempête 1, qui est revenu et qui a observé le même endroit pour redétecter le cratère. Donc ça, c'est obtenu avec le Deep Impact. Et vous avez la même zone, donc la zone d'impact, qui est ici. Alors normalement, ça montre un cratère. J'avoue que je ne suis pas super convaincu qu'on le voit très bien sur l'image. Enfin, normalement, le cratère qui a été créé donc, par le bouclier de cuivre projeté par Deep Impact est ici. Donc on a réussi à créer un cratère artificiel sur un bord d'antisystème solaire. C'est un mythe assez intéressant. L'idée, en fait, scientifiquement parlant, c'était de tester la résistance des matériaux et de voir la résistance d'un noyau cométaire. Il se trouve que c'est assez friable, puisqu'on a créé un sursaut d'éclat très très largement, qui répondait aux prévisions les plus optimistes. Ensuite, il y a eu Deep Impact, qui a continué sa trajectoire, qui a été rebaptisée Epoxy, et qui a rencontré une autre comète, la comète 103P Hartley-2, donc comète périodique, en novembre 2010, et qui a obtenu encore de très belles images. On voit très bien ici les images. Alors, on imagine qu'il y a pratiquement deux morceaux recollés entre guillemets, avec le pont de matière ici, et on voit l'éjection du gaz et de la poussière ici. Et ça, c'est une image obtenue au sol. C'est une belle comète qui est passée à l'automne 2010, du magnitude 5 à peu près. Et le grand projet, qui va enfin, je dirais, arriver pratiquement près de sa cible, c'est la sonde Rosetta, qui en fait, dans les premières discussions, remonte, donc c'est une sonde de l'Agence spatiale européenne, dont le projet a commencé à être lancé juste après la sonde de Giotto, donc dans les années 80. Donc ça fait déjà longtemps qu'elle est en projet. Et elle devait être lancée en 2003, après il y a eu des problèmes, donc c'était Ariane, donc elle a été lancée en 2004, le 2 mars 2004.
Donc après 10 ans de voyage, elle va enfin arriver près de sa cible, qui est la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, une obscure comète, mais qui a été jugée digne de recevoir de Rosetta. Et Rosetta va se satelliser cette année autour de ce noyau et poser un atterrisseur Philae pour la première fois sur le noyau de la comète. Alors initialement, il y avait des projets pour ramener carrément une carotte de glace, mais c'était abandonné assez vite parce que c'était bien trop coûteux. Donc toutes les analyses seront faites in situ. C'est les instruments sur place qui font les mesures et qui enverront ça sur Terre. Donc je pense que vous entendez beaucoup parler des comètes cet automne dans les médias spécialisés, parce que Rosetta, c'est vraiment la grosse manip spatiale qui va, pour la première fois, voir un noyau cométaire de très près et prendre vraiment le temps de l'analyser de façon très détaillée. Et donc ça, ce sera rendez-vous à l'automne. Alors il y a eu quelques comètes brillantes, indépendamment de l'exploration spatiale, mais des comètes qui ont quand même permis depuis le sol d'avancer. Il y a eu en particulier Hyakutake, donc qui est passé près de la Terre en mars 1996. Alors c'est vraiment de mes souvenirs de comète la plus fantastique. Elle n'était pas très brillante intrinsèquement, mais elle est passée très très près de la Terre. Donc en fait, en mars 1996, elle était à 10e, elle était à 100 000, je crois. Et en fait, on voyait la tête ici et on voyait la queue là. Elle remplissait tout le ciel. C'est absolument fantastique. Je me souviens de l'avoir observé, c'était à l'Observatoire d'Haute-Provence, le ciel était bouché. À un moment, ça s'est dégagé à 2h du matin et ça remplissait absolument tout le ciel. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment la plus belle comète qu'on ait vue depuis très très longtemps. Mais malheureusement, elle est restée très peu de temps, puisqu'elle était belle parce qu'elle était proche. Elle est restée très peu de temps. Et l'autre grande comète, c'était l'année suivante. Là, c'était une période assez favorable. C'était Albob. Alors Albob, c'est tout à fait l'inverse. C'était une très très grosse comète, mais malheureusement, elle avait le mauvais goût de passer quand même très loin. Mais comme elle était très grosse, on l'a quand même très bien vue dans le ciel. Elle avait été trouvée 2 ans avant, donc ça a laissé le temps de préparer les observations. Et donc elle était absolument magnifique dans le ciel, mais plus petite parce que plus loin. Et on la voyait très nettement à l'œil nu. Je crois que ça va être autour de la magnitude de 0, enfin, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et on voit très bien donc, la queue de poussière ici, la queue de plasma. J'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, ça a vraiment été les 2 grosses comètes qui ont vraiment permis d'avancer encore dans l'étude des comètes depuis le sol. Et comme on a une comète brillante, on peut faire la spectroscopie de façon très détaillée. Enfin, ça ouvre des perspectives pour analyser physiquement ces astres. Alors sur Albob, où j'avais fait une diapo, donc le noyau est très gros. Quasiment tous les noyaux cométaires tournent autour des 10 km. Celui d'Albob, c'est entre 40 et 80 km, suivant les techniques d'analyse. On a vu qu'il tournait à 11 heures. Il était possible de voir des glaces d'eau, de CO et de CO2. Il y a un certain nombre de nouvelles espèces qui ont été détectées. Je montrerai la liste plus détaillée après. On a vu également qu'il y avait des rayons X, comme sur Hyakutake. En fait, c'est un phénomène sans doute lié au vent solaire, enfin, c'est une interaction avec le soleil. Il y a un type de queue également, queue de sodium, qui a été détecté, et l'orbite a été modifiée. Le dernier passage est en l'an 2214, et le prochain sera en 4400. Donc on ne verra pas de sitôt, malheureusement, mais c'était quand même une très belle comète. Alors il y a eu d'autres belles comètes qui sont passées, mais plus difficiles à voir. En fait, il y en a eu une en 2007, c'était donc McNaught, très très brillante. Le problème, c'est qu'elle était très près du Soleil. Les comètes ont le mauvais goût de passer souvent très près du Soleil. Donc quand on veut les observer dans le ciel, c'est délicat parce qu'il faut attendre que le Soleil se couche. Il faut observer juste après le coucher du Soleil ou juste avant le lever. On est toujours un peu gêné par les lueurs du couchant ou du levant. Et là, c'était vraiment le cas extrême. Magnitude de -6, elle était très très brillante, mais très difficile à voir. Et ici, on l'a quasiment pas vu. Et dans l'hémisphère sud, il y a une belle image qui a été obtenue au Paranal, ça c'est le Cerro Paranal, au Chili. Donc c'est les instruments de VLT, le VLH télescope. Vous avez les 2 coupoles ici, on en voit 2, il y en a 4, mais ici on en voit 2. Et donc juste au ras de l'horizon, on voit cette immense comète. Mais malheureusement, trop près du Soleil pour réussir à faire de belles observations. Alors, il y a eu également quelque chose d'un peu curieux dans les comètes, les Shoemaker-Villeneuve. C'est une comète particulière. Elle n'était pas très brillante, mais elle était en orbite autour de Jupiter. Et en fait, elle s'est fragmentée. Et il était possible de détecter, donc quelques mois avant, enfin, elle était tournée en 93, donc plus d'1 an avant sa collision avec le Jupiter. Et donc, il était possible de voir qu'elle allait rentrer en collision avec le Jupiter. Donc, elle a été observée de très près. Et on voit ici, avec le télescope spatial, tous les petits morceaux, qui étaient simplement liés au fait que la comète était passée tout près de Jupiter, et s'est fragmentée, et que le passage suivant, elle allait percuter Jupiter. Donc, ce qu'elle a fait en 1994. Et en fait, d'ailleurs, les gens ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Je me souviens que Ciel Espace disait que peut-être qu'avec un gros télescope de 50 cm, on verrait peut-être une petite tache claire. Et le résultat, c'est qu'avec j'avais observé avec un 115 mm, donc vraiment, le télescope
vraiment petit télescope amateur, et j'ai pu voir sans problème des taches sombres, et on les voit ici observer avec le télescope spatial, donc ça a provoqué un impact assez spectaculaire sur Jupiter. Donc ça c'est dans le visible, ça c'est en ultraviolet, ça c'est en infrarouge, donc ça a été une collision cosmique absolument fantastique. Ça serait arrivé sur Terre, ça aurait été absolument catastrophique. Heureusement c'est arrivé sur Jupiter, bon c'est pas un hasard non plus, c'est que Jupiter est une planète géante qui l'a capturée. On a eu droit à une collision assez fantastique d'une comète avec un corps planétaire. Donc voilà un petit peu pour la partie historique ancienne et beaucoup plus récente. Donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le côté scientifique du problème. D'abord d'un point de vue dynamique. Alors juste un petit rappel donc en termes d'orbite. Vous avez donc les orbites, il y a 3 types d'orbites. Ça répond à ce qu'on appelle la famille des coniques. Donc les coniques, on peut imaginer qu'on prend un cône comme ça et qu'on le coupe avec un plan. Donc il y a plusieurs solutions. Si vous coupez le cône avec un plan, le plus simple c'est que vous avez un plan horizontal. Donc dans ce cas-là, vous aurez juste un cercle. Après, vous pouvez imaginer que vous inclinez légèrement le plan. Donc vous allez avoir un cercle un petit peu aplati. Et c'est ce qu'on appelle une ellipse. Donc ça correspond au cas A. Donc c'est le cas en fait de toutes les orbites de planètes. La Terre a une ellipse mais qui est quasiment un cercle. On se rapproche, on s'éloigne en plus ou en moins de 1/60e par rapport à la distance moyenne. Donc c'est très proche d'un cercle. Ensuite, on peut imaginer qu'on continue à incliner le plan, et il y a un moment où on est juste parallèle au cône. Donc là, on arrive à une figure qui est ouverte à l'infini, qui n'est plus une ellipse, mais qui est une parabole, donc ouverte à l'infini, donc ça fait un seul passage. Donc ça, c'est typiquement un objet, vous l'envoyez en l'air, c'est le mouvement d'un objet lancé en l'air. Ça correspond aussi au cas d'un certain nombre d'orbites de comètes, à peu près 43% des orbites de comètes. Et donc, alors, à peu près autant pour les orbites elliptiques, sachant qu'on distingue des périodes de moins de 200 ans, donc en gros qui coïncident avec la zone des planètes, de celles de plus de 200 ans, où là elles s'éloignent sensiblement plus loin que se situent les planètes. Et il y a encore quelques cas possibles, si on continue à bouger un petit peu le plan, on a des hyperboles, c'est le cas de 15% des comètes, mais en fait on n'est pas très loin de. Alors les hyperboles, il y a une excentricité qu'on peut définir. On n'est pas très loin de l'excentricité d'une parabole. Donc là, il y a quand même 15% des comètes qui ont une orbite hyperbolique. Alors, il y a un personnage célèbre, M. Oort, en 1950, qui a eu une idée. Il s'est intéressé à l'origine des comètes, et il a pris des comètes à longue période. Il a pris ce qu'on appelle le demi-grand axe, donc sur une ellipse. Donc en gros, c'est la moitié de la longueur de l'ellipse. Et il a fait un diagramme, alors non pas exactement le demi-grand axe, mais l'inverse du demi-grand axe. Alors là, bon, je crois que l'image était un petit peu, la légende a un peu disparu. Ici, c'est 1 sur A0 en 10 moins 3 ici, donc unité astronomique moins 1. Donc ça veut dire que si vous avez un demi-grand axe qui a 10 000 unités astronomiques, 10 000 fois la distance vers le Soleil, sur ce diagramme, ça correspond à 0,1. Puisque 0,1, 10 moins 3, ça fait 10 moins 4, donc 10 000, c'est 10 puissance 4. Et en fait, on voit quand il a fait ce diagramme, il s'attendait à trouver quelque chose de relativement plat ou brouté. Il se disait, les comètes, elles viennent de loin, elles ont une distance au Soleil quelconque. Et en fait, on voit qu'on a un pic très marqué entre 0 et 0,1. Ici, un énorme pic. Donc, il en a conclu qu'en fait, la plupart des comètes, alors avec ceci et avec également avec les orbitales, il en a conclu que les comètes venaient pour la plupart d'un vaste nuage sphérique autour du Soleil, qui est situé à quelques dizaines de milliers d'unités astronomiques. Le deuxième argument, c'était celui-ci, c'était l'inclinaison orbitale. Donc l'inclinaison orbitale, vous avez le plan des planètes, enfin le plan de l'écliptique, donc dans lequel se déplace la Terre, et vous avez un angle du plan donc dans lequel se déplace la comète. Si c'est 0, c'est dans le même plan que la Terre. Si c'est 90 degrés, c'est perpendiculaire. On peut aller encore au-delà si c'est une orbite rétrograde. Et donc on peut aller entre 0 et 180. Et en pointillé ici, vous avez, si vous avez une distribution quelconque de ces inclinaisons orbitales, il devrait y avoir quelque chose en pointillé ici. Et la distribution observée, vous l'avez derrière, et vous voyez que ça correspond à une distribution à peu près aléatoire. Donc des inclinaisons orbitales quelconques pour les comètes à longue période. C'est donc le deuxième argument qui a fait dire à Oort qu'il y avait ce vaste nuage de réservoirs de comètes situé à quelques dizaines de milliers d'unités astronomiques. C'est très loin comme distance, ça fait plusieurs mois-lumière. On est presque à l'échelle de distance interstellaire. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Mais c'est donc basé sur les orbites de comètes. Alors, petite remarque quand même sur ce dessin, vous avez un énorme pic ici. Il y en a 134, mais qui est un petit peu faux, entre guillemets, parce que ça, ce sont des comètes de ce qu'on appelle la famille de Kreutz. Ce sont des comètes qui passent tout près du Soleil. Alors, il se trouve qu'on en a découvert
un énorme paquet, mais ce n'est pas très représentatif des comètes. Parce qu'il y en a une qui est passée près du Soleil et s'est fragmentée, il y a toute une famille d'objets qui après percutent le Soleil, mais ça c'est un petit peu particulier. Disons que c'est une famille de comètes assez particulière, il ne faut pas trop en tenir compte pour ce qui nous intéresse ici. Alors ça, ce sont les comètes à longue période. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de comètes, ce sont les comètes périodiques à courte période, donc des périodes de moins de 200 ans, parce que celles d'avant, elles sont des périodes de quelques milliers d'années. Et celles-ci, elles ont, si on regarde leur inclinaison orbitale, en fait, elles ont une inclinaison très très faible. Elles sont dans le plan des planètes. Elles font comme les planètes, elles se déplacent à peu de choses près, dans le même plan que la Terre, donc dans le plan de l'écliptique. C'est très différent, elles sont très différentes des comètes à longue période. Donc elles ont une origine sans doute très différente. Et la plupart ont une orbite qui est, donc on s'appelle comètes de la famille de Jupiter, parce qu'elles ont une orbite assez proche de celle de Jupiter. Alors à partir de là, on a fait une classification des comètes, et la classification moderne distingue plusieurs types de comètes. D'abord les comètes presque isotropiques, donc isotropes qui viennent de n'importe quelle direction, n'importe quelle inclinaison orbitale. Donc les comètes à longue période, plus que 200 ans. Donc 200 ans, c'est une limite un peu arbitraire, mais ça correspond à peu près à la période de rotation de révolution des planètes les plus lointaines autour du Soleil. C'est le cas de Pluton à peu près, qui n'est plus une planète, mais bon, c'est à peu près la zone des planètes. Et vous avez les comètes de type Halley qui ont une période plus courte, entre 20 et 200 ans. Donc ça, ce sont des comètes qui ont une inclinaison orbitale quelconque, mais qui sont quand même confinées dans l'espace des planètes. Et par opposition à ces comètes presque isotropiques, vous avez des comètes dites écliptiques, donc des comètes qui ont une période, donc une faible inclinaison orbitale, qui ont une période très faible, de l'ordre de moins de 20 ans, et qui sont typiquement les comètes de la famille de Jupiter. Donc c'est quand même deux types de comètes assez différents. Les plus belles comètes, en fait, sont celles qui viennent de loin, parce qu'elles sont toutes neuves, elles ont encore des éléments volatiles en abondance qui vont dégazer, disparaître en grande quantité. Alors que les comètes de famille de Jupiter, enfin les comètes écliptiques à courte période, elles passent souvent près du Soleil, donc elles ont perdu la plupart de leurs éléments légers. Et alors, il y a également une autre catégorie de comètes, mais pas vraiment officielle, donc qui est baptisée les comètes de la ceinture principale, qui fait référence à la ceinture principale d'astéroïdes, parce qu'on a détecté, mais c'est sur un nombre de cas très limité, hein, je crois qu'il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc on a détecté une activité cométaire sur des noyaux d'astéroïdes, ou d'objets dont on pensait qu'ils étaient des astéroïdes. Donc certains disent que ce sont des comètes de la ceinture principale, mais ce n'est pas vraiment une dénomination officielle. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas toujours évident de distinguer ces différents types de comètes avec leurs éléments orbitaux directement. Il y a un paramètre à calculer qu'on appelle le paramètre de Tisserand, qui est une petite formule un peu compliquée avec le demi-grand axe et l'excentricité, et qu'on compare à celui de Jupiter. Et si ce paramètre est compris entre 2 et 3, on a affaire à une comète de la famille de Jupiter. Si c'est une comète presque isotropique, c'est moins de 2, et les astéroïdes ont un paramètre de Tisserand supérieur à 3. Donc on a des outils également un peu plus compliqués d'un point de vue dynamique pour classer les comètes. Mais ce qu'il faut bien retenir ici, c'est qu'il y a vraiment cette opposition entre les comètes presque isotropiques, quasiment toute à longue période, et les comètes à courte période, type famille de Jupiter. Donc ça c'est un peu pour l'aspect dynamique. Alors maintenant je vais parler plus de physique. Alors d'abord une comète c'est quoi physiquement? En fait c'est pas grand chose. Enfin pas grand chose entre guillemets, si on compare aux astéroïdes ou aux planètes, c'est quasiment rien. C'est un petit noyau qui typiquement fait 10 km en dimension. Bon, ça peut être un peu plus gros, on a vu qu'à Bob c'était quelques dizaines de kilomètres, ou plus 80. Mais finalement, si on le compare même aux astéroïdes, c'est pas grand chose. Donc ici, vous avez un dessin alors avec une échelle logarithmique, hein, faites attention, qui montre toutes les structures qu'il y a dans une comète. Et la seule partie physique solide, donc c'est le noyau, qui fait quelques kilomètres en dimension. Et ce noyau, quand il est loin du Soleil, ben, on ne le remarque même pas parce qu'il est complètement minuscule, il est très faible. Et il est complètement inintéressant. Il devient intéressant quand il se rapproche du Soleil. Et là, vous avez dans ce noyau, donc, qui contient beaucoup de glace, hein, surtout de la glace d'eau et d'autres molécules organiques, il y a du gaz et de la poussière qui vont être éjectés. Et c'est ce gaz et cette poussière qui vont faire le phénomène comète qui est vraiment intéressant. Et le phénomène le plus visible, c'est ce qu'on appelle la coma. Donc on voit ici. Donc il y a des espèces de chevelures qui entourent la comète. Donc ça c'est vraiment ce qu'on voit quasiment toujours sur une comète. Et éventuellement, si elle est brillante, on peut voir la chevelure, la queue de poussière ici, donc la prolongation en fait de la chevelure, les grains de poussière étant repoussés par la pression de radiation du Soleil. Et vous avez également une queue de plasma. Donc du plasma, ce sont des atomes qui ont été ionisés.
les électrons ont été arrachés par le Soleil, et donc ils sont repoussés, les ions sont repoussés par des particules chargées du vent solaire, et vous avez une queue qui est toute droite, complètement à l'opposé du Soleil, le Soleil est ici, donc il y a la queue ionique qui apparaît bleutée. Et en plus, vous avez une structure, alors il y a un halo d'hydrogène, mais qui est totalement invisible depuis le sol, on ne voit que dans l'ultraviolet, et vous avez une onde de choc également qu'on peut détecter que sur place. Donc vraiment, les structures bien visibles, c'est la coma, ou la chevelure, et la queue de poussière, la queue de plasma. C'est les trois éléments qui dominent sur la comète, mais ce sont des éléments très ténus. La coma peut faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en dimension. Les queues en font quelques centaines de milliers de kilomètres des fois, mais c'est quasiment que du vide. C'est du gaz et de la poussière, mais les sondes sont rentrées dedans. Le jet d'eau est rentré jusqu'à 600 km du noyau de Halley, et est en plein de la coma de Halley. La caméra est abîmée à la fin, mais c'est quasiment que du vide. Les structures spectaculaires, en fait, sont quasiment que du vide. La seule structure solide, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais. Alors, le modèle pour les noyaux cométaires, il y avait pendant longtemps le modèle de la boule de neige sale, entre guillemets, fait par Kuppel en 1950, qui disait simplement que c'était principalement constitué d'eau, de glace, et sale dans le sens où il y avait aussi des éléments organiques assez variés qui la rendaient un petit peu sale, entre guillemets. C'est un modèle qui a été quand même revu après. On parle plutôt de gold pile, une espèce de, je ne sais pas comment on traduira en français, d'un tas de gravats, entre guillemets, c'est-à-dire un agrégat de planétésimaux de glace qui sont plus petits et qui s'assemblent de façon aléatoire à faible vitesse. Et donc ça prévoit une grande porosité et une faible densité. La porosité, en gros, c'est le vide que vous avez dans les classes, dans la comète. Alors les noyaux cométaires font quelques centaines de mètres jusqu'à 70-80 km ou plus pour un globe. Ils sont très sombres, 2 à 6%. Ils sont plus rouges que le Soleil, mais la couleur est assez variable. Ils ont des périodes de rotation de l'ordre de quelques heures. Alors, période de rotation, c'est compliqué en fait, parce que ce ne sont pas des objets sphériques, ils sont bien trop petits pour ça. Ils sont assez allongés, rapport donc longueur sur largeur, c'est à peu près 1,5. Et d'un point de vue dynamique, c'est compliqué d'avoir une seule période de rotation sur quelque chose de sphérique. Vous avez souvent un phénomène de précession, vous avez plusieurs axes de rotation, vous avez une combinaison de ces mouvements de rotation. Sur la comète de Halley, c'était un petit problème assez amusant pour les gens qui ont essayé de calculer sa période de rotation. En fait, vous avez une combinaison de plusieurs périodes, ça fait un phénomène de précession. Alors, quand on veut analyser de plus près les comètes, le plus intéressant, enfin le plus facile, c'est d'analyser la coma, puisqu'il y a du gaz dans la coma. Et la meilleure façon pour l'analyser, c'est d'avoir recours aux outils de la spectroscopie, qu'utilisent tous les astronautes pour analyser les corps célestes en général. Donc j'ai fait ici un tout petit rappel de spectroscopie. On a affaire à des molécules. Donc, on rappelle que les molécules sont constituées de plusieurs atomes, qui eux-mêmes ont des protons et des neutrons. Donc les neutrons sont neutres, et les protons sont chargés positivement, les électrons sont chargés négativement. Et en fait, donc chaque molécule contient de l'énergie sous plusieurs formes. D'abord sous forme électronique, grâce aux électrons qui tournent autour du noyau, mais également sous forme vibrationnelle et sous forme rotationnelle. Donc vibrationnelle parce que les molécules peuvent se mettre à vibrer. Alors le cas le plus simple, c'est quand on a une molécule qui est atomique, il y a deux atomes, vous avez vos deux atomes qui peuvent se mettre à osciller comme ça, un peu comme s'il y avait un ressort. Donc ça c'est le cas le plus simple, il y a des cas plus compliqués. Et l'énergie de rotation, donc quand le noyau va se mettre la molécule va se mettre à tourner sur elle-même. Et il se trouve que, on sait depuis le début du XXe siècle, depuis un siècle à peu près, que les niveaux d'énergie sont quantifiés et que pour passer d'un niveau d'énergie à l'autre, on ne peut pas avoir n'importe quel niveau d'énergie qui va sur n'importe quel niveau d'énergie. On a des niveaux d'énergie parfaitement définis dans une molécule. Alors, ce qu'on va observer en fait sur la Terre, ça va être des photons. Et les photons en fait vont être absorbés ou émis justement quand les molécules changent de niveau d'énergie. Et le secret, donc c'est qu'il y a une relation simple entre l'énergie et la fréquence du photon. La H, c'est une constante, on appelle la constante de Planck. Nu, c'est la fréquence, donc c'est le rapport de la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde. Et donc pour une énergie donnée, ou une différence d'énergie donnée, vous avez une longueur d'onde parfaitement définie pour le photon qui va être absorbé ou émis par la molécule. Et tout l'art de l'analyse spectroscopique, c'est d'aller détecter l'arrêt d'émission ou d'absorption à une longueur d'onde bien déterminée qui va correspondre à tel ou tel élément chimique. Alors par exemple, quand on s'intéresse aux molécules, on a des diagrammes d'énergie. Ici, vous avez les niveaux d'énergie supérieurs, les niveaux d'énergie inférieurs. Et quand on veut passer d'un niveau à l'autre, on connaît les niveaux d'énergie ici et là, on fait la différence. Et on a donc la longueur d'onde de l'arrêt qui va correspondre.
Ça, c'est le cas de 24C2 qui est très courant dans les comètes. Alors, on peut avoir différents types de spectres. Hein. Là, vous avez un petit rappel de physique. Soit vous avez une source continue, genre donc quelque chose qui chauffe, comme dans le tungstène, vous avez juste un spectre continu. Soit vous avez un gaz chaud, il y a des molécules qui vont entrer en collision et qui vont s'exciter parce qu'elles entrent en collision et vont se désexciter en émettant des photons à des longueurs d'onde bien précises qui correspondent aux différentes énergies dans la molécule, donc vous avez un spectre en émission. Et si vous avez une source continue avec un gaz devant qui n'est pas chauffé, donc les photons vont rentrer dans le gaz, ils vont être absorbés par les molécules pour les longueurs d'onde qui correspondent à la transition d'énergie, et au final vous avez un spectre en absorption, avec les mêmes longueurs d'onde, mais simplement en absorption aussi. Alors dans le cas des comètes, vous avez donc le Soleil qui va donc émettre de la lumière ici, il va éclairer la comète, enfin il va exciter les molécules, enfin il va faire deux choses en fait. Le rayonnement solaire va être diffusé par les poussières du gaz. Alors il n'est pas exactement réfléchi, il est diffusé, ça veut dire que les photons sont en gros touchent un grain de poussière, après ça repart vers un autre grain de poussière, etc. Donc c'est diffusé. Le résultat, c'est qu'on a à peu près le spectre du Soleil, il est un peu rougi. Parce qu'en fait, on a la même longueur d'onde, les grains de poussière ont la même taille que la longueur d'onde du Soleil, donc c'est un peu rougi, mais en gros, c'est diffusé. Donc c'est ce qu'on va voir depuis la Terre, hein, c'est une partie de la lumière qui va revenir vers la Terre. Donc ici, vous avez, quand vous observez la coma, vous avez cette queue de poussière. La queue de poussière ou la coma, c'est le spectre du Soleil qui est simplement diffusé. Et en plus, vous avez du gaz. Et le gaz donc, va être excité par le rayonnement solaire. Et ce gaz donc, contient des molécules qui vont changer de niveau d'énergie. Et donc ils vont absorber, alors si vous étiez derrière, ici vous verriez un spectre d'absorption, donc vous n'êtes pas derrière, enfin, c'est assez rare que les comètes passent entre nous et le Soleil, je crois jamais arrivé d'ailleurs, ça serait une expérience intéressante à faire. Donc nous on est toujours à côté, et le résultat c'est que quand les molécules sont excitées, elles absorbent de l'énergie, elles se désexcitent, et quand elles se désexcitent, elles émettent des photons dans toutes les directions. Donc nous sur Terre, on va voir une partie de cet événement qui va arriver, et on va voir des molécules qui vont fluorescer, et on va voir un spectre d'émission. Donc on a ce genre de spectre. Alors ici, vous avez différents types de spectres. Alors ce qu'il faut voir, c'est le B. Ici en B, alors ça c'est un spectre qui a été obtenu donc avec un sonde spatial cité Vega 2, on a la même chose sur Terre. Donc le spectre B, donc qui est ici, il correspond en fait à tout ce qu'on voit sur la comète, c'est-à-dire un spectre solaire continu, et en plus vous avez les raies d'émission. Et en fait, en général, on veut étudier les comètes, le spectre du Soleil ne nous intéresse pas beaucoup, donc ce qu'on fait, on soustrait le spectre solaire, et au final, on a le spectre D ici, qui est le spectre de la comète sans le continuum de poussière. Et tous les gens qui analysent la composition des comètes le savent bien, il y a vraiment cette superposition de deux spectres, un spectre continu, donc qui est simplement le spectre solaire diffusé par les poussières, plus le spectre de raie d'émission, qui lui contient les informations qui nous intéressent vraiment pour analyser le Soleil. Alors, petit souci. Voilà, donc à partir de là, on peut analyser donc, la composition des comètes. Alors les transitions, je vous ai dit qu'il y avait différents types d'énergie, l'énergie électronique, vibratoire et rotationnelle, et ça correspond à des niveaux d'énergie différents. Et les niveaux d'énergie de transition électronique, ça correspond à une transition assez forte en énergie, donc ça tombe dans le visible. Dans le domaine visible, donc ce qu'on peut voir à l'œil, entre 0,4 et 0,7 microns, enfin, quelque chose près pour ce type de transition. Les transitions vibratoires, alors ici vous avez une molécule triatomique, c'est typiquement le cas de l'eau. Vous avez trois modes de vibration possibles. Ici, il y a un mode de bending, là c'est du stretching antisymétrique et symétrique. C'est moins énergétique, donc ça correspond à une transition dans l'infrarouge, à quelques microns. Et si vous avez des transitions rotationnelles, ça tombe dans le domaine radiomillimétrique. Donc là, il faut une antenne radiomillimétrique, donc c'est un instrument encore assez différent pour observer ce genre de transition. Et quand on observe dans le visible, en fait, on mélange les trois transitions. On a la transition électronique, mais en même temps vibratoire et rotationnelle. Donc si on veut observer du vibrationnel pur, il faut aller dans l'infrarouge, et donc du rotationnel pur, il faut aller dans le radiomillimétrique. Et voilà donc le genre de spectre qu'on obtient, qui peut plus fouiller cette fois-ci. Donc là, c'est la partie visible. Donc ce que voit notre œil, en gros, c'est de 4000 à 7000 angstroms, à 400 à 700 nanomètres ici. Donc là, on est dans le proche ultraviolet, là, on est dans le proche infrarouge, mais c'est quasiment du visible. Et voilà les bandes qu'on a. Donc on a des radicaux, en fait. Ce ne sont pas les molécules directement issues du noyau, mais elles sont cassées par le noyau, enfin par le rayonnement solaire. L'eau, par exemple, H2O va être cassée par le rayonnement solaire, va donner du OH.
et on voit un pic de OH ici, par exemple, qui est très brillant. Où il y a des molécules de C2H2 qui vont être cassées, on a du C2 ici, qui apparaît très fortement dans les spectres visibles. On voit ici. Vous avez également du CN, par exemple, ça vient du HCN, etc. etc. Donc vous avez plein de raies d'émission qui apparaissent dans le visible et qui sont déjà une première source de renseignement pour analyser la composition des comètes. Vous avez ici, pour vous montrer un peu la complexité du problème, un agrandissement sur des bandes de C2. En fait, avant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose ici, qu'il y a quelques raies. En fait, vous avez des milliers de raies qui apparaissent ici. Ça, c'est une molécule qui a l'air simple, mais qui est en fait assez compliquée à étudier. Donc tout l'art de l'analyse physique des comètes, c'est à partir de ces raies, de remonter à la composition des comètes, ça nous donne à la fois le type de molécules qu'on a, et également l'abondance, et également d'autres informations sur les conditions physiques qui règnent dans la comète. Alors dans le domaine radio, on a un gros avantage, c'est qu'on peut détecter directement les molécules mères, parce qu'on a une résolution largement supérieure, et il se trouve, donc là on va observer directement les bandes de transition rotationnelles pures, donc c'est les molécules qui ne font que tourner, et vous avez ici par exemple H2CO, qui a été observé sur la comète Swift-Tuttle ou du CO. Et en fait, on a des observations, alors on ne met plus la longueur d'onde, on met le décalage de Doppler, en fait, on met la vitesse en km/s. On a des techniques complètement différentes d'observation, avec une très haute résolution spectrale, et on peut voir directement les molécules mères, qu'on n'arrive pas à voir en fait dans le visible. Et voici un tableau, pas complètement exhaustif, mais quand même assez complet, de tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui dans les comètes. Donc là, j'entends par analyse spectroscopique en phase gaz, donc de ce qui sort du noyau. Alors en termes de quantité, si vous mettez 100 pour les molécules d'eau, en nombre de molécules, le deuxième élément le plus courant, c'est le monoxyde de carbone. Alors bon, ça c'est des rapports moyens, ça peut varier pas mal d'une comète à l'autre, mais c'est de l'ordre de 20%, 15-20%, c'est 23 à peu près en moyenne. Donc c'est du CO qui est très volatile. Ensuite, vous avez du dioxyde de carbone, du CO2. Alors il y a comme là aussi c'est largement variable, il y a certaines comètes, il y a des fois plus de CO2 que de CO. En moyenne, en général, vous avez plus de CO. Et le CO a une particularité, donc c'est qu'il est très volatile, il est très abondant. Donc quand les comètes viennent de très loin et qu'elles se rapprochent du Soleil, l'activité cométaire commence à se déclencher des fois à 5-6 UA du Soleil, 5-6 unités astronomiques, à cause du monoxyde de carbone, qui est très volatile. Et le vrai phénomène comète, enfin vrai entre guillemets, qui est dû à la sublimation de l'eau, lui ne se déclenche que plus près, parce que l'eau est moins volatile, donc ça n'arrive qu'à 2 ou 3 unités astronomiques du Soleil, typiquement 3, à peu près 3 unités astronomiques. Mais le CO donc joue un rôle important. Et après, vous avez plein d'autres molécules organiques, vous avez du méthane par exemple, de l'ordre de 2%, de l'acétylène, C2H2, de l'éthane, C2H6, du méthanol, qui est relativement abondant, dans les 2% à peu près, du formaldéhyde, de l'éthylène glycol, de l'acide formique, etc., etc. Donc cyanure d'hydrogène, isocyanure d'hydrogène. Donc il y a quand même toute une collection de molécules qui ont été détectées. La plupart sont des abondances assez faibles, ont des abondances de l'ordre du %, voire moins que le %. Mais disons, pour faire simple, c'est de l'eau, du CO, du CO2, et après donc, des molécules type méthane, méthanol, etc. Mais c'est surtout donc, CO et CO2 qui sont les deux constituants les plus abondants après l'eau. Alors ça, c'est pour la phase gaz, mais vous avez également des grains de poussière. Les grains de poussière contiennent des éléments plus solides, en particulier du silicate, des noyaux de silicate, donc ils sont entourés éventuellement de glaces d'eau, donc c'est cette glace d'eau qui va après se sublimer et libérer du gaz. Et globalement, donc, on a des silicates qui représentent quand même 25%. On a des matériaux ioniques réfractaires, 25%, des petites molécules carbonées. Alors globalement, on est assez proche sans doute de la composition des grains interstellaires, mais il y a eu des changements. Il y a des molécules qui n'existent pas dans les nuages moléculaires, par exemple, comme le CS2 ou le C2H6. Et il y a également des éléments qui sont formés sans doute dans les zones chaudes du Soleil. Je vais y revenir rapidement. Voilà, puisque Stardust, en fait, a donc ramené des grains de poussière sur Terre. Et le résultat scientifique des analyses de Stardust, en fait, c'est qu'on s'attendait à trouver des comètes qui se sont formées loin du Soleil avec des éléments assez volatiles, parce qu'on sait qu'il y a du CO, par exemple. Et la surprise de Stardust, c'est qu'on a détecté des éléments qui, en fait, se sont formés à très haute température. En particulier l'olivine, enfin, vous avez de façon générale une très grande hétérogénéité dans la composition des grains. Et par exemple, il y a de l'olivine qui a été détectée. Or, l'olivine est un composé qui ne peut se former qu'à très haute température. Et pour former ce composé, il faut forcément être très près du Soleil. Donc en fait, ça a un peu modifié la vision qu'on avait des comètes. Et on pense que les comètes, en fait, se sont formées forcément pas très près du Soleil, puisqu'elles contiennent des éléments volatiles. Mais il y a eu un brassage dans le système solaire primordial qui s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années. Il y a des éléments
donc chauffés à très haute température près du Soleil qui ont été transportés jusqu'à l'endroit où les comètes se sont formées. Donc les comètes, c'est assez compliqué. L'origine des comètes, c'est pas, on ne peut pas dire que ça s'est formé à 10 fois la distance du Soleil ou 15 ou 20 fois. C'était des éléments volatiles. Il y a eu un brassage, et ce brassage donc, a formé in fine ce qui constitue aujourd'hui les comètes. Donc c'est proche du milieu interstellaire. On dit souvent que les comètes, c'est un peu les témoins de l'origine du système solaire. C'est vrai, mais il faut être prudent. Il y a eu un brassage assez complexe qui n'est encore pas complètement compris, donc des éléments qui ont donné naissance aux comètes. Alors, donc, en ce qui concerne leur origine, donc vous avez ces grains de poussière donc formés de silicates. Alors, les silicates, en fait, sont sans doute issus d'étoiles qui sont nées donc bien avant, enfin, qui étaient mortes déjà bien avant la naissance du Soleil. Ils ont été éjectés dans les couches supérieures de ces étoiles. Ils sont donc promenés par eux-mêmes autour de la galaxie, autour du centre galactique. Ils ont aggloméré des molécules dans des nuages moléculaires. Et donc ça fait une première couche de matériaux organiques réfractaires autour de ces grains de silicates, puisqu'ils ont subi également l'action de rayonnements ultraviolets des supernovas, par exemple, ou des étoiles assez brillantes. Et quand ils sont rentrés dans la protonébuleuse, enfin la nébuleuse protosolaire, ils ont également aggloméré une dernière couche de glace, donc la troisième couche qu'on voit ici. Et donc ce sont ces grains qui sont agglomérés pour former les comètes, avec un processus sans doute un peu compliqué, puisqu'ils ont dû aussi agglomérer des éléments comme l'olivine, à cause du brassage qu'il y avait dans la protonébuleuse, la nébuleuse protosolaire plutôt. Donc c'est un peu plus complexe que ce qu'on imagine, mais l'origine des grains, vraiment les grains de silicate, est antérieure au système solaire. Ils sont formés dans des générations d'étoiles précédentes. Et donc on retrouve maintenant dans le gaz ce qu'il y a dans cette couche de glace autour des grains. Alors ils sont, donc peut-être un rapide rappel sur la formation du système solaire. Donc il s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années. On a eu une nébuleuse qui s'est aplatie, qui s'est mise à tourner. Il y a eu formation des planètes telluriques, formation des planètes géantes. Alors de façon assez complexe, puisqu'on imagine dans les derniers modèles de la formation du système solaire, ce qu'on appelle le grand arc modèle, que Jupiter, par exemple, s'est formé relativement vite et a commencé à migrer vers le Soleil, ce qui aurait perturbé d'ailleurs pas mal les planétésimaux qui formaient les planètes telluriques, en particulier Mars. C'est pour ça que Mars serait relativement petite. Ensuite, Saturne, et ça c'est le dernier modèle, aurait grossi, aurait rattrapé Jupiter, et ensuite l'aurait ramené sur place. Et surtout, on imagine que Uranus et Neptune, qui sont actuellement assez loin du Soleil, Neptune est à 30 unités astronomiques, en fait se sont formés beaucoup plus près. Et il y a un modèle qui fait un petit peu référence maintenant, qui date de 2005, qu'on appelle le modèle de Nice. C'est des collègues dynamiciens de l'Observatoire de Nice qui l'ont mis au point. Et ils ont montré qu'en fait, les 4 planètes géantes devaient être relativement proches. Et au-delà de ces planètes géantes, il y avait tout un ensemble de petits corps donc, qui forment la ceinture de Kuiper actuelle, qui ressemblent à la ceinture de Kuiper actuelle, mais qui étaient 100 fois plus nombreux que ce qu'on voit aujourd'hui. Et que c'est à peu près dans cet endroit-là que se sont formées les comètes. Donc au-delà des planètes géantes, mais dans une zone qui va être très perturbée, puisqu'en fait, d'un point de vue dynamique, après la formation des planètes, à peu près 700 millions d'années après la formation des planètes, Jupiter va entrer en résonance de moyen mouvement avec Saturne. Donc Jupiter va faire 2 tours autour du Soleil quand Saturne en fait 1, et ça va littéralement faire exploser le système. Alors ça se produit parce qu'il y a une interaction gravitationnelle avec tous les petits corps au-delà des planètes géantes, donc les comètes, enfin les futures comètes, tous les corps glacés qui sont aujourd'hui dans la ceinture de Kuiper. Et ils attirent et ils repoussent ces objets, le phénomène n'est pas symétrique, donc ça les fait bouger un petit peu, et une petite vibration qui se produit. Donc ça, à un moment, donc ça fait entrer en résonance Jupiter et Saturne, et ça fait littéralement exploser le système, et Uranus et Neptune migrent très rapidement assez loin du Soleil, et à ce moment-là, donc tout est éjecté. Ça provoque ce qu'on appelle le bombardement tardif au niveau des planètes telluriques. Il y a plein d'impacts météoritiques sur la Terre, sur la Lune, à ce moment-là. Et ça provoque aussi donc l'éjection d'une bonne partie de la matière à l'extérieur du système solaire. Donc il y a des phénomènes assez violents au début de l'histoire du système solaire, et les comètes qui sont formées sans doute assez près ont pour une bonne partie d'entre elles été éjectées assez loin dans le nuage de Oort. Elles ne se sont pas formées dans le nuage de Oort, parce que c'est beaucoup trop loin pour avoir de la matière pour former quelque chose, elles se sont formées relativement proches. Donc elles sont allées alimenter le nuage de Oort à ce moment-là. Il y en a encore d'ailleurs qui vont de temps en temps, mais beaucoup moins. Il y en a une partie qui est restée dans la ceinture de Kuiper, donc relativement proche du Soleil. Et aujourd'hui, donc, on a cette double origine des comètes. Les nouvelles comètes donc, reviennent du nuage de Oort pour des raisons diverses et variées. Il peut y avoir un passage d'étoiles ou des marées galactiques. Ils ont une perturbation qui les ramène près du Soleil, mais pas très souvent en fait.
Et les comètes, donc à courte période, voire les comètes de la famille de Jupiter, viendraient simplement donc, de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, donc tous ces petits corps glacés qui orbitent autour du Soleil dans une ceinture à peu près au niveau de Pluton. Donc ça fait une double origine pour ces comètes. On distingue bien vraiment celle des comètes à courte période et des comètes à longue période. Donc les comètes à courte période viennent de la ceinture de Kuiper, ce qu'on appelle le disque dispersé, donc des objets qui ont déjà une orbite un peu elliptique, enfin beaucoup elliptique. Les comètes à courte période des types Halley donc viendraient du nuage de Oort, mais interne, un peu plus loin, mais toujours dans une zone finalement assez proche du Soleil, et les comètes à très longue période, donc du nuage de Oort externe. Alors, donc un autre élément intéressant en ce qui concerne les comètes, donc je vous ai parlé du bombardement tardif. Et le bombardement tardif enfin, la théorie a été mise au point parce qu'on avait observé sur la Lune, au bout de 700 millions d'années, il y avait plein d'impacts d'astéroïdes. Et on pense que sur Terre, initialement, il ne devait pas y avoir d'eau, ou très peu d'eau, et que l'eau sur Terre a été apportée après, par des impacts. La question, c'est de savoir si ça vient de comètes ou d'astéroïdes. Puisque contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, les astéroïdes, au moins pour certains d'entre eux, contiennent encore beaucoup d'eau. Et en particulier Cérès, alors ça c'est assez récent, Cérès contiendrait beaucoup d'eau, et bien que ce soit difficile à détecter, il était possible de détecter récemment qu'il y avait du wash, donc en fait Cérès c'est une espèce de grosse comète, qui a des jets d'eau, sans doute à la surface de Cérès, comme sur les comètes, qui est cassée, donc les molécules d'eau sont cassées par le Soleil, et on a pu détecter, on n'a pas détecté le wash, on a détecté l'eau justement directement sur Cérès. Donc on sait qu'il y a des astéroïdes qui contiennent beaucoup d'eau. Évidemment, les comètes contiennent beaucoup d'eau. Donc les gens sont intéressés à l'origine de l'eau sur Terre. Et les dynamiciens répondent qu'a priori, ce serait plutôt à partir des astéroïdes. Et quand on regarde les choses d'un point de vue plus physique, il y a un indicateur très précieux qu'on peut analyser dans les comètes, c'est le rapport isotopique du deutérium sur l'hydrogène. Le deutérium, c'est un proton et un neutron. C'est l'équivalent de l'hydrogène en termes de propriétés chimiques. Mais il est plus lourd puisqu'il y a un proton. Donc il est beaucoup moins courant. En gros, on a un rapport entre le deutérium et donc l'hydrogène qui est de l'ordre de 10-4, 1,5 10-4 à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans l'eau sur Terre. Et on a pu le comparer à ce qu'on trouve dans les comètes. Alors, il y a encore pas très longtemps, je vous avais dit, ça ne colle pas, les comètes, voilà, on a analysé le rapport des surrages. Ici, vous avez celui de la Terre, donc deutérium sur l'hydrogène. Celui des comètes, il est plus grand, c'est à peu près le double. Donc a priori, l'eau vient plutôt des astéroïdes. Alors il se trouve que sur la comète 103P RT2, il y a une mesure qui a été faite qui colle exactement avec celle de la Terre. Alors ceci est une comète périodique, donc un peu différente des autres qui sont des comètes à longue période ou des comètes de Halley. Donc en fait c'est un nouvel argument pour dire que peut-être l'eau sur Terre viendrait effectivement des comètes. Donc la question n'est pas tranchée, ça peut aussi venir des astéroïdes, mais ça peut aussi venir donc, des comètes. Et le dessurrage, ce rapport isotopique, est un indicateur assez précieux. Et peut-être donc que l'eau a été apportée au moment du bombardement tardif, ou voire un petit peu avant, par les comètes. Et alors pour terminer, là, pour vous montrer que les comètes c'est assez fun quelque part, c'est des astres complètement imprévisibles. Le problème c'est qu'on a de la glace qui est en général sous forme amorphe, donc elle n'a pas de structure cristalline. Et il peut arriver que, en fait, si on lui donne un petit peu d'énergie, qu'il y a un changement de phase qui s'opère, elle devient cristalline et ça libère de l'énergie. Donc ça fait en général un sursaut d'éclat, ce qu'on appelle un outburst en anglais. Et ça, c'est complètement imprévisible. Alors, des fois, ça peut se produire de façon imprévisible, mais quand même plus ou moins logique. C'est le cas de la comète de Halley. La comète de Halley était passée donc, au périhélie plus près du Soleil donc, en 86, et elle a été suivie assez régulièrement, elle est toujours aujourd'hui. Hein. C'est pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la comète de Halley, on pourra la suivre jusqu'à son aphélie, jusqu'au plus loin du Soleil, on ne la perdra jamais. Les télescopes modernes sont suffisamment puissants pour la suivre jusqu'au bout. Et donc là, donc c'est en 88, il y a quelqu'un qui a fait des observations de routine à l'ESO, donc c'était à la CILA à l'époque, et voilà l'image qui avait été obtenue. Donc ça c'est en 88, ça c'est 89, pardon, c'est en 91, le sursaut d'éclat a eu lieu. Donc ça en 88, bon, on diminuait l'éclat, 88, 89, diminue l'éclat, et d'un seul coup en 91, sursaut d'éclat, c'est brutal, février, voilà, donc il y a un sursaut d'éclat qui a pu être daté en fait à Noël 90, d'après la vitesse d'éjection des grains de poussière. Donc il y a eu un sursaut d'éclat qui peut, dans ce cas, s'expliquer par le fait qu'elle aurait emmagasiné de la chaleur lors de son passage près du Soleil, et la chaleur, il y a une espèce d'onde de chaleur qui serait rentrée dans la comète et qui aurait rencontré une poche de glace amorphe qui d'un seul coup aurait explosé. Mais l'instant de la outburst est complètement imprévisible, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, a priori plus maintenant. Donc ça a quand même surpris beaucoup de monde. Les gens au début se demandaient s'il n'y avait pas
il y a un impact avec un astéroïde, par exemple, probabilité très faible, mais non nulle. Donc les gens se sont posés des questions, et la réponse la plus logique, c'était ce changement de phase dans l'égresse. Il y a eu un autre sursaut d'éclat beaucoup plus récent, en 2007, c'était la comète Holmes, très particulier. En fait, elle était assez loin du Soleil, à 2,4 unité astronomiques. Et ici, vous avez les observations obtenues avec le télescope de 1 mètre du pic du Midi. On la voit le 24 octobre à 18h, 25 octobre à 6h, donc en fin de nuit, le soir, donc 25 octobre à 18h, et on voit que d'un seul coup, elle augmente son éclat. Elle est passée de la magnitude 17, donc autrement dit, quelque chose de totalement invisible à l'œil nu, et même dans un instrument de dimension non négligeable, quasiment invisible, à la magnitude 2, donc visible à l'œil nu. Ça fait un rapport de 15 magnitudes. Donc elle a augmenté son éclat d'un facteur 1 million, de façon là aussi totalement imprévue, simplement parce qu'elle a éjecté de la poussière, et la poussière, ça fait une section de diffusion qui a multiplié par 1 million donc la surface de diffusion, et qui a augmenté très brutalement l'éclat. Alors on la voit à peu près sphérique, simplement parce qu'elle est assez loin du Soleil, donc la queue est derrière la comète. C'est juste un petit effet de perspective sur l'image. Et donc c'était complètement imprévisible, sachant quand même qu'il y avait déjà eu des sursauts similaires, mais on ne sait jamais trop quand ils vont avoir lieu. Et pour terminer, un sursaut cométaire assez étrange, celui-là beaucoup plus bizarre, puisque contrairement aux deux cas précédents, où c'est des comètes qui sont passées près du Soleil, qui s'éloignent, donc on peut se dire qu'elles ont accumulé de la chaleur. Il y a eu le cas d'un objet qu'on appelle un centaure. Donc un centaure, c'est un objet qui orbite entre Jupiter et Neptune. C'est une espèce d'objet transneptunien dans Neptune, si vous voulez, en quelque sorte. Donc en gros, un gros corps glacé qui s'appelle Écheclus, et qui avait été observé, j'avais observé au début des années 2000, qui était totalement inactif, parce que très loin du Soleil, et il s'est rapproché du Soleil, il va passer au périhélie l'année prochaine. Il sera un peu moins de 6 unités astronomiques que le Soleil. Et là, il est à 13 unités astronomiques du Soleil, donc plus loin que Saturne. Saturne, c'est à peu près 9 unités astronomiques et demie. Et d'un seul coup, il y a eu un sursaut d'éclat. Donc il y a un collègue qui l'avait observé au Palomar. Donc c'était en décembre 2005, il y a eu un sursaut d'éclat. Donc j'ai demandé du temps sur le VLT, et voilà ce qu'on voyait encore donc quelques mois après. Ça devait être le 8 mars, en mars 2006. Mars 2006, donc à une semaine d'écart. Donc l'image de droite, c'est juste un agrandissement de la zone ici. Donc vous avez toujours Écheclus, le noyau qui est visible ici. Et vous avez toute cette coma de poussière qui a été éjectée, qui n'est même pas centrée d'ailleurs sur Écheclus, et qui a provoqué une montée en magnitude fantastique. On a gratté 7,5 magnitudes. On est passé donc c'était de 21, je crois, à 21, à peu près 13, quelque chose comme ça. Donc vraiment un sursaut d'éclat considérable. Et un an après, voici l'image, elle a complètement disparu. Il y a eu encore un autre sursaut d'éclat. En fait, il y avait plusieurs sursauts d'éclat en se rapprochant du Soleil, sachant que c'est un objet qui a une orbite qui doit durer quelques décennies. Donc les noyaux cométaires sont très surprenants. C'est très surprenant d'avoir une activité cométaire aussi loin du Soleil, et surtout quand l'objet se rapproche. Donc les comètes, c'est quelque chose de complètement imprévisible. On n'allait plus tout à fait à l'époque de l'Antiquité, mais on sait quand même que c'est assez fun, et on a beaucoup de mal à comprendre exactement comment ça va évoluer. Alors juste pour terminer, l'année passée, il y avait eu 2 comètes qui étaient initialement prévues, pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler, les comètes, dans la vie de tous les jours, si j'ose dire. Il y avait Pan-STARRS donc, qui est passé au mois de mars, et il y avait la fameuse comète Ison dont tout le monde a parlé, parce qu'il y a l'espace, ça fait des articles fantastiques là-dessus, pour parler de la comète de l'année, voire plus que de l'année. Donc de chance, Ison était une comète qui devait passer très près du Soleil, tellement près qu'elle a chauffé à 2000 degrés, elle passait à un rayon solaire. C'était vraiment fin novembre, donc il s'est passé ce qui devait se passer. Il mettait un gros bonhomme de neige à 2000 degrés, il n'y avait pas, donc il est parti en petits morceaux, et on l'a vu partir en petits morceaux avec les instruments d'observation solaire, donc Ison terminé, rien à voir. Enfin, on l'a vu avant, mais pas après. Donc finalement, l'année dernière, la seule comète qui était bien visible, c'était Pan-STARRS. Et j'ai mis ici une photo que j'ai prise moi-même au-dessus de Besançon. On la voit ici. Donc ça, c'est une comète de magnitude 6 à peu près. Et j'aime bien cette photo parce que ça montre à peu près le genre d'aspect que donnent en général les comètes brillantes, entre guillemets. Ça ressemble souvent à ça. Donc là, j'étais monté sur une hauteur de la ville. Et la difficulté pour prendre l'image, c'est qu'en fait, elle était très proche du Soleil. Donc en gros, plus j'attendais, plus il faisait nuit, mais plus la comète était basse sur l'horizon. Et vous voyez que si j'avais attendu plus, on était quasiment dans la brume, caché dans les nuages de la brume d'horizon. Donc souvent les comètes, ça ressemble à ça. C'est un petit point brillant, noyé dans les murs du couchant ou du levant. Mais c'est assez représentatif, je pense, des comètes qu'on arrive à voir en général
1 ou 2 fois par an. Donc vous aurez typiquement ce genre de spectacle, sauf surprise imprévue de comètes brillantes qu'on arrive à détecter. Cette année, donc en octobre, une comète qui a été trouvée en 2012 par un système de détection automatique qui s'appelle Pan-STARRS. Donc c'est la comète sud 2012-15 Pan-STARRS, qui devrait être à peu près comme celle-ci, donc en octobre. Et elle sera visible par contre, l'avantage par rapport à Pan-STARRS de l'année dernière, à 4, c'est qu'elle sera beaucoup plus loin du Soleil, donc on pourra la voir quasiment en milieu de nuit, ou en deuxième partie de nuit, on n'aura pas à jongler avec les lueurs du couchant ou du levant. Ce sera un peu plus facile à voir. Donc je vous incite, si vous voulez voir une comète, à l'observer. Alors, sinon, si vous cherchez les comètes brillantes, il y a un site excellent qui s'appelle airy.net, qui est géré par un astronome amateur japonais. Il vous donne instantanément, vous avez des tableaux, et vous voyez dans le futur toutes les comètes à venir avec la magnitude de la comète. Donc vous voyez tout de suite ce qui va être intéressant à voir ou à ne pas voir. Vous cliquez dessus, vous avez la montée de l'éclat de la comète, la descente. Vous avez des cartes pour l'observer. Donc ça vous donne, c'est mis à jour très régulièrement, ça vous donne toutes les comètes brillantes à venir, puisque très souvent on les détecte quelques mois avant leur passage. Donc il n'est pas interdit d'espérer qu'on aura une comète très brillante cette année. Et pour l'instant, la seule qu'on a à se mettre sous la dent, donc c'est celle-là, qui sera à peu près donc, de magnitude 6. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, on va prendre le temps pour quelques questions. Oui, une question, oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour distinguer une comète d'une étoile comme ça à l'œil nu. Alors, la réponse n'est pas si évidente. Si elle est active, c'est bon, on voit qu'il y a une coma. Si elle est inactive, c'est impossible. Enfin, la seule façon de la distinguer d'une étoile, c'est de voir qu'il y a un mouvement propre, que ça déplace par rapport aux étoiles, puisque c'est un corps du système solaire. Mais si vous ne voyez que le noyau, c'est comme un astéroïde. Si vous observez à l'œil dans un télescope, vous ne verrez pas la différence. Si vous observez avec une caméra CCD, vous faites une pause, vous verrez une traînée parce que ça va bouger. Alors après, la question subsidiaire, c'est comment on fait la différence avec un astéroïde. La différence là aussi n'est pas toujours évidente. La frontière entre le monde des astéroïdes et le monde des comètes n'est pas clairement définie. Il y a des objets qui étaient classés comme astéroïdes qui sont révélés être actifs. C'est le cas des comètes de la ceinture principale. Il y a des comètes qui étaient actives qui sont devenues complètement inactives parce qu'elles ont injecté toute leur matière volatile. Donc après, la frontière comète-astéroïde est des fois assez subtile. Mais a priori, disons, ce qui vraiment fait le phénomène comète et qui la distingue d'une étoile, c'est le fait qu'il y a cette coma, donc ce nuage de poussière autour de la comète. Et qu'elle bouge. Et qu'elle bouge. Il y a un mouvement propre par rapport aux étoiles. J'ai entendu aussi qu'il y a une comète qui va frôler Mars. Oui, il y a une comète qui a ou qui va d'ailleurs. Je pense que c'est très bientôt. Alors. Oui, elle était passée, on l'a vu depuis la Terre, elle va passer très près de Mars. Oui, je n'ai plus son nom en tête, mais effectivement, elle va passer très près. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais donc elle va être observée, je crois, par les sondes martiennes. Ouais. C'est assez rigolo, mais elle ne va pas percuter Mars. Dommage, ça ferait un beau spectacle. Autre question? Oui. Est-ce qu'il existe des comètes extrasolaires? Alors, bonne question. A priori, non. L'indice en fait qu'on pourrait avoir d'un point de vue dynamique, c'est qu'elle va avoir une orbite hyperbolique, donc une excentricité largement supérieure à 1. Alors je dis largement parce qu'il y a quelques cas de comètes hyperboliques, mais dont l'excentricité est très proche de 1 en fait. C'est 1,00 quelque chose. Et a priori, elles appartiennent au système solaire. L'indice dynamique qu'on aurait une comète, qui viendrait d'ailleurs, c'est possible, on peut parfaitement envisager, puisqu'il y a des comètes qui ont été éjectées du système solaire, donc qui se promènent quelque part dans l'univers. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des phénomènes similaires sur d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires, et que par hasard, on ait une comète qui soit capturée par le Soleil. La réponse a priori, c'est que pour l'instant, sur les comètes, l'orbite des comètes effectivement observées, on n'a pas détecté d'excentricité très largement supérieure à 1. Donc pour l'instant, on n'en a pas détecté. Mais c'est possible. Bon, statistiquement parlant, l'univers c'est quasiment que du vide, il y a beaucoup de vide entre les étoiles, mais c'est pas complètement impossible. Alors je sais que sur Beta Pictoris, je
Donc on a détecté indirectement des comètes, de façon spectroscopique. Des comètes autour de Beta Pictoris. Donc on sait que ça existe à lui. J'avais une autre question aussi. En 1908, il y a un bolide qui s'est écrasé en Russie, dans la Tunguska, et certains ont parlé que ça pouvait être une comète. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Bonne question aussi. Alors, j'ai regardé encore des articles récemment. Il y a des gens, en gros, qui disent que ça peut être qu'un astéroïde pour telle ou telle raison, les autres, ils n'ont rien compris. Le suivant, on dit ça peut être une comète pour telle et telle raison, les autres, ils n'ont rien compris. Mais les deux sont publiés dans des articles à référer, enfin, dans des revues à référer très sérieuses. Donc, n'étant pas spécialiste du problème, là, j'aurais un petit peu du mal à répondre. Alors, à mon avis, la question n'est pas tranchée. Ce que je sais, c'est que pour la Tunguska, c'était une explosion en altitude. On n'a jamais retrouvé de cratère d'impact. Donc, a priori, un corps un peu plus volatile ou un peu moins solide qu'un astéroïde. Donc, ça pourrait être un argument pour une comète qui serait partie en morceaux plus facilement. En sachant aussi que ça arrivait sous incidence rasante. Hein. C'était vraiment très très rasant. Donc, ça doit accroître la probabilité de l'explosion en altitude. Mais autant que je sache, donc la question n'est pas vraiment tranchée. Alors si c'était une comète, je crois que c'était dans les 100 mètres de diamètre. Ça a tout détruit dans un rayon de 40 km. Donc c'est pas... Et dans les dangers d'impact sur la Terre, les astéroïdes, je pense, sont plus très dangereux dans le sens où on les connaît relativement bien, ou si on ne les connaît pas, on les connaîtra assez vite. Et vu la faible probabilité d'impact, on a de bonnes chances de trouver l'astéroïde géocroiseur avant qu'il percute la Terre. Mais les comètes, c'est plus difficile parce qu'on les trouve peu de temps avant. Et si elles percutent la Terre, là, parce qu'on a 6 mois pour se retourner, là, c'est trop gros. Donc, en termes de danger, d'impact, c'est bon, plus faible que les astéroïdes parce qu'il y en a moins. Mais pour s'en protéger, c'est plus compliqué. Parce qu'imprévisible. Une dernière question? Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi dans le système, dans la formation du système solaire, l'eau se serait retrouvée sous ces petits corps? Vous disiez que sur la Terre, il n'y aurait pas eu d'eau pratiquement à l'origine. Parce qu'elles sont plus loin. C'est ce qu'on appelle une espèce de ligne qu'on appelle la snowline, la ligne de glace. Donc en dessous de quand on s'éloigne du Soleil avant cette ligne, il fait trop chaud, donc les grains qui vont donner naissance aux planètes ont perdu leurs éléments, enfin leur glace volatile. Et au-delà, donc, il faisait suffisamment froid pour conserver les glaces. C'est un problème de distance au Soleil. Et il y a beaucoup de corps glacés quand on s'éloigne du système solaire. Les objets transneptuniens sont des corps glacés. On voit pas mal de glace. Mais il faut aller simplement loin. C'est juste un problème de distance. Au départ, on l'a parce qu'on a des glaces dans les grains. Et la taille La taille des... Selon la taille des comètes, parce que c'est relativement stable, c'est autour de 10 km de diamètre. Pourquoi ce n'est pas franchement plus gros? Alors, les objets transneptuniens sont plus gros, c'est une bonne question. Dans des têtes qui font 1000 km, quelques centaines de kilomètres. On sait qu'il y a un processus stochastique qui les fait passer de leur orbite au-delà de Pluton jusqu'aux orbites de comètes. Et effectivement, les comètes sont plus petites. Je pense que c'est peut-être un problème de collision. Mais là, j'hésiterai sur la réponse. Mais c'est un fait que les noyaux cométaires sont petits, beaucoup plus petits que les objets transneptuniens, qui sont sans doute à l'origine des comètes ou les centaures. Hein, c'est ce qu'on voyait ici. Ça, c'est un centaure, donc c'est typiquement un objet transneptunien qui est dynamiquement instable, qui commence à se rapprocher du Soleil. Et lui, il est beaucoup plus gros qu'une comète. Hein. C'est quelques dizaines de kilomètres en dimension. Je ne sais plus, c'est quand même assez gros. Mais c'est vrai que statistiquement, le noyau cométaire moyen est beaucoup plus petit qu'un objet transneptunien. C'est peut-être un biais. Problème de masse. Je pensais. Non, enfin, ça va être peut-être aussi un problème de distribution des tailles. Il doit y avoir beaucoup plus de petits statistiquement. Donc je pense que si on a X% des objets transneptuniens qui se rapprochent, on a beaucoup plus de chances pour que ce soit des tout petits noyaux que des gros, parce qu'il y a beaucoup plus de petits noyaux. C'est plus un problème comme ça. Mais bon, il y a quand même un éventail de taille qui est non négligeable. Hein. Bob, c'était jusqu'à 80 km. Ça va être quelques centaines de mètres à 80 km. Hein. Donc, quand j'ai 10 km, c'est un ordre typique, mais c'est une moyenne quand même aussi.
Donc je pense qu'on va arrêter là parce qu'on doit laisser la salle. Juste un petit message que je vais passer. Il y a une lecture qui a lieu dans la bibliothèque au-dessus, donc on nous demande de sortir sans faire trop de bruit. Donc je veux respecter ça. Et puis pour remercier Philippe, comme d'habitude, on va lui offrir un petit cadeau bourguignon. Voilà. Et donc, merci à tous d'être venus et rendez-vous le mois prochain.